Roland Gori, je vous remercie énormément d'avoir accepté l'invitation de Lacan Web Télévision. Alors, venons-en maintenant, brièvement, mais à cette proposition de loi de création de conseil des psychologues, vous l'avez compris, c'est une agence supplémentaire technocratique visant à normaliser les professionnels et à prolétariser leurs actes, et puis à cet arrêté il ne faut pas le déconnecter du rapport IGAS d'octobre 2019. Oui. Et cet arrêté, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'en référence au DSM-5 de 2013, bien que ce manuel de diagnostic des troubles mentaux soit terriblement critiqué et que même les institutions de recherche nord-américaines tendent à l'oublier, n'est-ce pas ? En gros, il s'agit aujourd'hui de placer l'action, notamment des CMPP, n'est-ce pas, comme centre de tri des troubles neurodéveloppementaux qui vont être orientés, n'est-ce pas, par des psychologues et des psychiatres et des infirmiers transformés en opérateurs de service. Les plateformes, c'est comme les plateformes, n'est-ce pas, de France Télécommunications, c'est comme les plateformes d'appel, c'est la même chose. Il s'agit de faire du tri, n'est-ce pas, et d'essayer d'orienter vers le privé. D'orienter vers le privé, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on va enfin reconnaître l'acte psychothérapique des psychologues, pas n'importe comment et pas n'importe lequel. Pas n'importe comment, ça veut dire qu'on va les placer en subordination par rapport aux médecins. Vous savez que les expériences qui sont conduites dans un certain nombre de territoires aujourd'hui, dont notamment les Bouches-du-Rhône, suppose que ce soit le médecin généraliste qui prescrive un nombre limité de séances de psychothérapie, et pas n'importe quelle psychothérapie, n'est-ce pas, essentiellement des thérapies cognitives, de remédiation cognitive, de TCC, de méthode ABA, etc. Et donc, on a là vraiment un coup de force, ce que j'appelais un coup de force technocratique incroyable de la part de l'État. Surtout que quand vous regardez, par exemple, les troubles regroupés dans l'intitulé neurodéveloppemental, vous avez des trucs qui sont quand même très bizarres. Troubles de la communication, troubles du langage, troubles du spectre de l'autisme, troubles déficit de l'attention et de l'hyperactivité, troubles spécifiques des apprentissages, troubles développementaux de la coordination. C'est un catalogue à la Prévert. Franchement, ça ne paraît pas détenir une consistance épistémologique. Mais par contre, c'est un coup de force incroyable parce que ça va permettre en quelque sorte de rassembler toute une série de souffrances sous cet intitulé, et cet intitulé ensuite est complété par un arrêté qui va décrire quelle doit être la formation des psychologues à même de prendre en charge cette pathologie. Et comment ? Et là, on retombe dans, effectivement, l'exclusion de la psychanalyse, l'exclusion même de la psychothérapie, et on retombe sur ce qui répond, parce qu'il faut bien voir que, n'est-ce pas, vous avez d'une part, je dirais, la violence technocratique de ces coups d'État bureaucratiques, mais vous avez aussi une réponse au lobbying, et notamment au lobby, n'est-ce pas, des associations d'usagers, et notamment des familles d'autistes. Et par exemple, il y a eu un communiqué de la Fédération française des psychologues et des psychologies qui n'est pas vraiment très violent, mais ils ne sont pas pro-psychanalyse, ils sont quelque chose d'assez pluriel, d'assez large. Eh bien, immédiatement, vous avez eu quelques jours après une réponse d'une des personnes qui vient un peu tirer, si j'ose dire, le lobby de l'autisme, et qui dit « Aucune association d'usagers ne veut de pratiques psychanalytiques qui font de la France la risée du monde. La loi de janvier 2002 donne le libre choix des prestations à l'usager, pas aux professionnels. » Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que le client est roi. Le client est roi. Et que donc, on va bientôt vous prescrire la manière dont vous devez déterminer un champ opératoire dans un bloc. On va déterminer, il faut répondre. Vous êtes dans la logique d'audimat. Et c'est aussi à ces lobbies, n'est-ce pas, que le gouvernement cède, n'est-ce pas ? Les usagers que nous représentons ne veulent pas de la pluralité des approches qui sert à masquer le recours à la psychanalyse et le refus de mettre à jour les connaissances des psychologues. Donc vous avez, c'est aux familles d'en décider, pas aux fédérations de psychologues. Les familles ont suffisamment longtemps subi la violence des pratiques non scientifiques. Vous voyez, c'est le client qui va vous dire ce qui est scientifique, ce qui n'est pas scientifique, et de quoi il doit, en quelque sorte, bénéficier ou pâtir
pour être soulagé de sa souffrance. Ça, c'est très important, c'est très intéressant. C'est très important et du coup, il me semble que déjà en 2020, dans votre ouvrage « Et si l'effondrement avait déjà eu lieu », je vous cite, vous interpellez à partir du rapport de l'IGAS, je vous cite, « Au moment où je mets un point final à cet essai, les autorités sanitaires françaises frappent de nouveaux mauvais coups. » Deux exemples rapides, le rapport de l'IGAS que vous nommez qui se nomme prise en charge coordonnée des troubles psychiques, état des lieux et conditions d'évolution, et la diffusion par l'ARS Nouvelle-Aquitaine d'un cahier des charges auquel les centres médico-psychopédagogiques doivent se conformer pour être validés. Et vous dites, les points communs à cette mise au pas bureaucratique sont le coup de force autoritaire brutal menaçant des autorités administratives de la santé sur les pratiques de soins et sur les professionnels qui les exercent. La prévalence des modèles neurocognitifs de diagnostic et de traitement et des classifications statistiques en psychiatrie états-unienne sur les conceptions psychopathologiques du soin et en particulier la référence à la psychanalyse. Ce coup de force que vous repérez, coup de force autoritaire, est-ce que vous avez le sentiment qu'avec cette proposition de loi et cet arrêté, nous sommes sur une première offensive qui fait écho à ce que nous avons dit, 2003, 2008, mais aussi, on pourrait parler, on ne va pas le faire parce qu'on n'aura pas le temps, mais de la résolution Fasquelle qui visait quand même à pénaliser la pratique psychanalytique. Donc, il y a quand même une autorité brutale, quelque chose d'autoritaire. Alors là, est-ce que vous avez le sentiment que quelque chose comme ça est en train de se jouer ? Oui, mais si vous voulez, ce cahier des charges de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine n'était que le prototype grossier de l'arrêté de mars-avril 2021. C'est exactement la même chose, voyez, et c'est toujours la même bande, c'est toujours le même lobby. Il s'agit d'en finir avec, en quelque sorte, les thérapies par la parole. Je ne veux même pas dire la psychanalyse, je ne veux même pas dire la psychothérapie orientée par la psychanalyse. Il s'agit d'en finir avec la parole. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'en finir avec la parole, c'est en finir avec la démocratie, dans la mesure où la démocratie a été inventée comme étant justement un gouvernement par la parole. C'est un point extrêmement important. C'est-à-dire que dans la démocratie, je connaissais le travail incroyable de Claude Lefort sur l'invention de la démocratie. La démocratie, la bonne décision, elle n'est pas inscrite dans les textes sacrés, elle n'est pas inscrite dans la tradition des ancêtres, elle n'est pas inscrite dans l'autorité du chef. La bonne décision, elle se trouve à l'aval d'un échange contradictoire, argumenté. Et donc, on ne peut pas savoir à l'avance ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc, si vous voulez en finir avec la parole, et je crois que là, on en parlera peut-être, mais la gestion algorithmique des populations est extrêmement importante puisqu'elle permet d'une certaine manière de court-circuiter le temps de la parole. Et en finir avec la parole, c'est en finir avec la démocratie. Et là, je crois qu'il y a un risque majeur. Et de toute façon, à partir du moment où vous avez des coups d'État bureaucratique de ce type, on peut se demander si on n'est pas déjà dans un gouvernement, s'il n'est encore une fois fasciste, mais évitons les mots comme ça qui débouchent sur le point Colvin, comme vous savez, mais au moins dans un gouvernement très autoritaire, puisqu'il n'y a pas de concertation avec la profession, il n'y a pas de concertation avec les professionnels pour ce Conseil de l'ordre, par exemple, ou pour, encore une fois, ces cahiers de charges des CMPP. Donc, en finir avec la parole et en finir avec le sujet historique, avec un sujet de l'histoire. On est sans cesse aujourd'hui dans une politique de l'amnésie. On compte sur l'amnésie du citoyen pour oublier qu'avant de lui dire que le masque était obligatoire dans l'espace public, il était censé ne servir à rien. Vous voyez, ça c'est incroyable. Je veux dire, on est là dans quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire on compte aujourd'hui sur la capacité d'oubli des citoyens pour les conduire. Alors, cette visée de la parole consubstantielle à la démocratie, effectivement, que soit Tocqueville sur la démocratie américaine ou que ce soit Victor Hugo sur la démocratie anglaise, chaque fois, c'est la parole qui est au cœur de cette observation. Et c'est la parole, vous l'avez très bien dit, effectivement, là, vous m'avez même fait toucher un point qui me semble très important, c'est une attaque de la parole en tant qu'elle permet le lien social.
donc je fais peut-être un raccourci, vous me direz, mais ça attaque le lien social et vous faites quand même un point très important avec la question algorithmique. Il me semble que là aussi, la question du lien social est mise en cause et peut-être vous pourriez me dire quelque chose là-dessus, parce que une attaque de la parole, c'est une attaque du sujet, du par-l'être, du corps parlant, enfin de ce qui, pour la psychanalyse, est très important, mais pour le lien social, dans son ensemble, est fondamental. Absolument. Mais c'est une attaque d'un certain type de sujet. C'est-à-dire d'un sujet produit par des dispositifs de subjectivation qui lui fait reconnaître son existence en lien avec celle des autres. Et vous savez que je cite beaucoup Hannah Arendt. Quand Hannah Arendt dit que la liberté requiert la présence d'autrui, eh bien justement, la liberté actuellement, c'est pas du tout la reconnaissance par autrui, n'est-ce pas? La liberté aujourd'hui, c'est une espèce de micro-entreprise, un sujet réduit, n'est-ce pas, à une micro-entreprise libérale, autogérée, n'est-ce pas, et ouverte à la concurrence, à la compétition sur le marché des jouissances existentielles. Donc la liberté, c'est en gros une liberté, si vous voulez, privative, dans les deux sens du terme, n'est-ce pas, qui opère sur un certain nombre d'objets dont on aurait la propriété privée, et privative, c'est-à-dire privative au sens où le sujet n'a pas à devoir apparaître dans l'espace public, ce qui était quand même là aussi, encore une fois, une des coordonnées, comme vous savez, de la démocratie. Bon, alors, ce qui se produit par rapport justement aux nouvelles technologies, c'est que les nouvelles technologies sont tout à fait formidables, si vous voulez, aujourd'hui, n'est-ce pas? D'ailleurs, la preuve, c'est que nous pouvons converser par Zoom, nous pouvons aussi, n'est-ce pas, grâce à l'introduction de certains éléments technologiques, mesurer l'évolution de cicatrisation d'une plaie, où nous pouvons également singulariser l'impact de certains médicaments. Nous avons la possibilité de détecter des mélanomes avec, grâce à la reconnaissance des ordinateurs, avec une plus grande fiabilité que par l'examen clinique du dermatologue. Nous avons une imagerie médicale tout à fait formidable. Bref, nous avons un apport considérable des nouvelles technologies. Et encore une fois, je ne suis pas technophobe. Il faut saluer justement toutes ces recherches, et la dernière en date étant justement le vaccin messager ARN. Simplement, ces nouvelles technologies, c'est pas là en elles-mêmes qu'elles sont dangereuses, c'est l'usage qu'on en fait. Et on sait bien, par exemple, comment la Chine est en train de devenir une véritable dictature numérique, n'est-ce pas, par la mise en fichier, je dirais, numérique de l'ensemble de plusieurs milliards, si vous voulez, de ces citoyens, enfin 1,5 milliard, pour être plus précis, de citoyens qui, par le jeu de reconnaissance faciale, qui, par le jeu, n'est-ce pas, de surveillance diverses et variées, font que on peut les gouverner. On les gouverne plus par la parole, on les gouverne plus par les messages maoïstes, on ne les gouverne plus par les transcendances communistes, socialistes ou autres, on les gouverne par le jeu d'algorithmes. On les gouverne sans avoir ni à leur demander leur avis, ni en quelque sorte à débattre pour savoir si la politique menée est la bonne. Alors je ne vais pas parler de la Chine parce qu'encore une fois, c'est trop facile de penser que c'est l'affaire des Chinois, alors que bien évidemment, c'est déjà largement présent sur le continent européen et sur le continent nord-américain et ailleurs d'ailleurs. Donc, c'est pas le problème. Et c'est là où on peut se dire que le sujet tel que nous l'entendions, même depuis, on va dire, le 18e, depuis le 18e siècle, est en train de s'effacer au profit d'un sujet purement comportemental et sans histoire, sans attache, sans culture, et qui est en quelque sorte verrouillé, si vous voulez, à sa production. Nicolas Berdyaev, que je cite beaucoup aussi dans mon dernier livre, comme vous le savez, montre bien des différences entre organisation et organisme. Et en quelque sorte, vous voyez, que ce soit l'industrie ou que ce soit la technique, il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui vient s'ajouter à un moment donné à la vie du sujet. C'est en quelque sorte le sujet fabriqué par la technique ou le sujet fabriqué par l'industrie est un sujet qui vient à la place
du sujet qui a produit cela. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez la transformation de l'organisme vivant ou de l'organisme psychique même, d'une certaine manière, par un segment d'organisation. Donc, ce n'est pas, en quelque sorte, ajouté, c'est une nouvelle réalité qui vient à la place d'eux. Et dans ces dispositifs-là de fabrique du sujet humain, eh ben, il n'y a plus la place pour un certain nombre de choses. Donc, par exemple, la psychanalyse, mais ça pourrait être aussi bien, si vous voulez, l'histoire, ça pourrait être aussi bien la philosophie, ça pourrait être aussi bien des formes d'activité culturelle. Donc, ce point est important.